Je suis un petit peu émue parce que c'est vrai que de se retrouver ici à Gorée, ça a quelque chose d'extraordinaire au niveau, non seulement de l'émotion, mais même au niveau de la mémoire. Parce qu'on a le sentiment des fois que, effectivement, on reconnaît, même si on ne connaissait pas, on reconnaît. C'est pour cela que je remercie vraiment du fond du cœur tous les organisateurs du convoi qui ont participé à la mise en place donc, de cette réunion aujourd'hui, parce que c'est un honneur que vous nous faites de nous accueillir en terre ancestrale. C'est vraiment un honneur que pour nous de pouvoir venir ici, de pouvoir rencontrer des personnes qui militent avec beaucoup de courage, beaucoup de conviction, beaucoup de dignité, beaucoup d'intelligence, mais surtout beaucoup d'amour, parce que c'est l'essentiel. Après ce que nous avons vécu, et malgré ce que nous continuons de vivre, nous gardons l'amour. Et ça, c'est vraiment le plus important. Si vous avez été victime d'un crime contre l'humanité, ça va au-delà de votre intégrité physique, ça va au-delà de votre intégrité psychologique ou psychique, ça touche votre dignité humaine, ce que vous êtes ontologiquement, c'est-à-dire ce qui fait de vous que vous êtes un être humain, ce qui fait que vous êtes un être humain et que vous n'êtes pas un chien, vous n'êtes pas un chat, vous n'êtes pas un animal. Et c'est justement ça que l'État français refuse de reconnaître. Et la plus belle démonstration de cela, c'est que quand, en 1848, il y a eu l'abolition et qu'on a réparé les blancs créoles, les esclavagistes, ça voulait bien dire que, et pourtant Schellcher, dans le préambule de l'ordonnance de 1848, disait bien que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Il utilisait déjà le terme. Mais on ne nous a pas réparé, simplement, on a réparé les maîtres. Pourquoi? Parce que si votre chien a été battu ou maltraité, on ne va pas le réparer, le chien, on va réparer le maître. Donc, parce que le chien n'a pas de dignité particulière attachée à sa personne. Or, l'être humain, ce qui fait qu'un être humain est un être humain, c'est qu'il a une dignité qui est attachée à cette qualité d'être humain. Et c'est ce que l'État français, en 2018, nous dit que nous n'avons pas droit au respect de notre dignité en tant qu'être humain. Je crois qu'il va falloir que l'Afrique, dans son entier, quand je dis l'Afrique dans son entier, je parle de tout le continent, mais de toute la diaspora africaine, puisse se dire que si c'est nous qui avons été victimes, si c'est nous qui avons subi le crime, nous ne pouvons pas demander à nos bourreaux d'être juges de leur crime. C'est pas possible. On ne peut pas demander à un criminel de se juger et de se déclarer coupable. Notre véritable force, c'est premièrement le fait que nous ayons enfin compris que nous devons nous unir. Ça, c'est très important, c'est fondamental. Je pense que l'Afrique doit mettre en place des structures, mais de véritables structures qui doivent s'imposer au monde pour dire aujourd'hui, nous prenons en main nos propres affaires, nos propres développements. Nous estimons que nous réparer, les réparations que vous nous devez, c'est nous qui allons les déterminer, pas vous. C'est nous qui allons vous juger, pas vous. Pas vous. Vous n'avez pas ni à vous juger, ni à nous juger. C'est nous et nous seuls qui avons gagné le droit, parce que nous sommes les seuls, maintenant, porteurs d'humanité, susceptibles de nous reconnaître, mais malgré tout, et malgré tout ce que vous avez fait, de vous reconnaître. Merci. Pendant 600 ans, on a un taux de rémanence pour les pesticides. Eh bien là, c'est la même chose. On a un taux de souffrance issu de l'esclavage et de tous les crimes qui ont été commis qui est aussi perpétuel tant qu'on ne l'aura pas réglé. Sur la qualification des crimes contre l'humanité, pour ceux qui n'ont pas encore fait la visite de la maison des esclaves, il y a 3 endroits
Un endroit où on mettait les femmes, un endroit où on mettait les hommes, et un endroit où on mettait les enfants, qui est très bas, vous verrez. Or, le transfert forcé d'enfants, puisqu'ils étaient envoyés séparément, ce n'est pas un acte de déportation. Et même si c'était pour les rendre esclaves, ça c'est plus tard. Le transfert forcé d'enfants, c'est un acte de génocide. Selon toutes les définitions françaises, internationales, etc. Dans toutes les conventions internationales, c'est un acte de génocide. Et c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de me retrouver parmi toutes ces figures de résistance. Résistance qui est consubstantielle à la résilience, dont nous sommes tous les acteurs. Il y a la restitution qui fait éminemment partie du processus de réparation, restitution des terres, pour ne citer que celle-là. Il y a la réhabilitation, le R de la réhabilitation de nos ancêtres dans leur humanité. Nous n'avons jamais été des esclaves. Nous devons être réhabilités. Pas seulement nous en tant que nous, mais sur le plan juridique et international, nous devons porter cette voie de la réhabilitation de nos ancêtres qui n'ont jamais été des choses, jamais été des meubles. Il y a le R de la reconnexion avec nos ancêtres. Et nous œuvrons tous, à titre individuel et collectif, pour être dans cette interaction perpétuelle avec notre terre d'Afrique. Et qui nous apporte le R de la régénérescence. Et qui passe par la réunification avec l'Afrique. Maître Duhamel, Maître Gernamy, surtout, ont montré tout à l'heure combien cette réunification avec l'Afrique était nécessaire. Et dans cette quête juridique, dans ce combat juridique et judiciaire, la reconnaissance du droit à réparation est importante parce qu'elle permet, sur le plan scientifique, d'avoir une véritable doctrine de la réparation qui n'est pas seulement l'affaire que des Noirs, mais qui est aussi l'affaire de toute l'humanité. Jeunes d'Afrique et de la diaspora, si un jour tes pieds te portent au pied de ce monument, pense à tous ceux qui ont sacrifié leur liberté ou leur vie pour la renaissance de l'Afrique. Cette belle pensée d'Abdoulaye Wade pourrait se prêter à ce rocher qui nous accueille aujourd'hui. Il s'exprimait ici à propos du monument de la Renaissance érigé à Dakar. J'ai l'honneur d'introduire deux belles personnes, deux fortes personnalités qui unissent leurs forces pour déconstruire les mécanismes des idées reçues sur le continent. L'échange épistolaire entre la sociologue et essayiste malienne Aminata Dramane Traoré et le journaliste et écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop nous sommes en danger. Avant d'aller plus loin, je remercie, je ne sais pas, je ne vois pas Hulot. Merci ma soeur. Merci Kumba, merci surtout Garcin. Je sais que ce n'est pas la première fois, tu m'as invité à plusieurs reprises et je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui. J'ai écouté, je vous ai entendu. Je veux juste me contenter de vous livrer mon sentiment par rapport à ce dont nous débattons ici. Sommes-nous audibles quand nous parlons de réparation? C'est parfaitement clair. Du côté des dominants, nous ne le sommes pas. Ils n'ont jamais eu envie d'entendre. Ils ont horreur de ce qu'ils appellent la repentance, parce que reconnaître qu'il y a crime contre l'humanité implique immédiatement la réparation. L'acceptation de l'idée de réparation vient du fait qu'on reconnaît d'abord qu'on a commis un crime. Pour eux,
il n'y a pas de crime de commis puisqu'on n'est pas entre égaux. Donc quand vous parlez de... Vous êtes de retour, mais la France aussi est de retour. C'est ça la confrontation aujourd'hui entre votre désir d'être ici parmi nous, avec nous, va buter... Ils reviennent aussi en force. Et je suis ému par cet enthousiasme qui m'habite aussi. Je suis loin d'être pessimiste. Mais je veux qu'on sache quelles sont les exigences de ce vivre ensemble, cette retrouvaille, comment on va l'opérer quand d'un côté, à l'interne, vous les subissez, et quand dans leur rapport à cette région du monde qui a fait leur fortune et qui fait aujourd'hui leur force sur la scène internationale. Parce que vous rêvez de retour, la France parle de retour dans le jeu international. Et ce retour dans le jeu international passe nécessairement par l'Afrique. Il suffit de regarder la carte, regarder l'hexagone et regarder les 30 millions de kilomètres carrés du continent avec ses immenses ressources. Alors, face à une telle situation, on a les moyens de changer, de faire changer notre société. Et la réparation, parce que ce qu'ils nous ont volé, notre dignité, la liberté, la souveraineté, revendiquer, exiger, leur dire, vous ne voulez pas d'émigrer, prétendument économique, mais personne ne cherche à aller là-bas. Collez-nous une paix royale. Vous n'aurez pas besoin d'avoir peur de l'extrême droite, parce que les gens reviendront. Si les choses changent ici, les gens reviendront. Je suis allée en Guadeloupe, il y a des gens qui m'ont écrit, j'ai envie d'envoyer mon fils, s'il peut rester chez toi. Il y a un jeune qui dit, j'ai envie de me barrer, trouve-moi une place au Mali. Mais c'est ce même désir d'avenir, ce même besoin d'exister. C'est pour ça que je dis, je suis ému parce qu'on est habité par cette dignité. Nous ne l'avons pas perdue, nous sommes des gens dignes. C'est pour ça que nous nous battons. Mais comment faire de telle sorte qu'au plan politique, comment être exigeants nous-mêmes si nous avons compris la démocratie en termes de part de marché? Parce qu'on vous dit, il n'y a pas d'alternative au néolibéralisme, tout est marchandise, tout se vend et tout s'achète, y compris le bulletin de vote. Dans le village le plus reculé, les gens voudront 2000 francs, 3 pagnes, et terminé. Alors c'est remise en question, en sachant que ce qui nous est servi comme développement, ce n'est pas du développement, c'est l'occidentalisation du monde, et qu'ils sont aux abois. Ils ne penseront jamais réparer en termes d'argent. Au contraire, ils disent, on vous a déjà développé, c'est une forme de réparation. D'ailleurs, si on vous donne de l'argent, vous êtes tellement corrompu que vous allez prendre tout votre argent. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais cette réparation-là, quelqu'un l'a dit ce matin, commence aussi par nous-mêmes, vous l'avez dit, au plan psychologique, au plan self-esteem, self-confidence, comment être bien dans notre peau, comment ne plus nous dépigmenter, comment ne pas croire qu'on est obligé de nous tisser des cheveux jusqu'aux fesses pour avoir l'air d'être ici. Et que le marché, un marché de 500 milliards de dollars, tout ça à l'intention des négresses. Tellement nous avons envie d'être blanches. Alors nous pouvons bouleverser ce système parce que c'est nous qui enfantons, nous éduquons nos enfants, nous consommons. Mais ces fonctions suffisent aujourd'hui à faire de nous le véritable levier du changement dont nous avons besoin ici, au niveau de la diaspora. Lorsque aujourd'hui nous parlons des réparations, je dois dire que le travail a été bien fait par Hulot et son équipe. Cet événement a été médiatisé, tout le monde est au courant. Aujourd'hui, il y a un public réel, les personnes qui sont là, et puis il y a au-delà
un public tout à fait immense qui s'intéresse à ce qui se fait ici. Le débat sur l'esclavage, en particulier sur les réparations, a, de ce point de vue-là, plus à voir avec autant, au moins, à voir avec le passé qu'avec le présent. La manière dont cela a conditionné les sociétés où ces esclaves ont été transplantés, les effets sur les esprits de nos élites, voyez, finalement de ce passé brutal de colonisation, de réduction en esclavage, qui fait qu'on est quand même bien souvent des intellectuels couchés au pied des Occidentaux. Pour moi, ce que vous apportez, c'est une espèce de force qui nous rappelle que, au fond, ce passé, pour nous non plus, n'est pas encore passé. Parce que les événements politiques quotidiens les plus banals de notre vie, là, le montrent. Nous avons perdu l'estime envers nous-mêmes. Nous survalorisons les autres. Nous acceptons que notre souveraineté soit piétinée, que le destin de nos populations, mais ça, Aminata l'a magnifiquement fait, je ne vais pas m'étendre, que le destin, le quotidien de nos populations soit compromis. Mais je pense que l'histoire, c'est un tout, quoi. Les différentes temporalités s'entrecroisent, et là, du coup, on voit que rien n'arrive par hasard, et que notre simple devoir, c'est de rester vigilant, quoi, de garder les yeux ouverts. Donc, merci vraiment pour ça. J'ose pas dire bienvenue chez vous, voilà, mais merci et je vous... Il faut que le noir comprenne que pendant plus de 300 000 ans, tous les continents étaient peuplés de noirs. Il n'y avait pas de blanc, nulle part au monde. Le blanc est arrivé il y a moins de 20 000 ans. Donc, le continent africain, sans aucun doute, c'est la terre des premiers balbutiements. C'est la terre des civilisations et de toutes les civilisations. Et que ces civilisations qui ont été mises en place par nos aïeux avant l'arrivée des Blancs, eh bien ces civilisations, ces technologies n'ont pas encore été égalées. Maintenant, le système cartésien qui a été mis en place par les Blancs, qui est étroit, limité et désert, parce que ce système ne connaît pas l'amour, l'intuition, l'émotion, c'est une coque vide qui va nous conduire vers disons, la fin de notre planète. Il faut que l'Africain se réveille, que l'Afrique et l'Afrique à sa diaspora se retrouvent pour sauver l'humanité. Parce que c'est un devoir impérieux. Il ne faut pas qu'on croie que si le bateau coule d'un côté, les autres seront sauvés. Nous allons tous sombrer. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour apporter des solutions aux défis planétaires qui interpellent l'humanité de notre jour.